Bonjour à tous, et donc on se retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle leçon à la fois d'histoire et de géographie sur l'Union européenne, et c'est une leçon effectivement qui correspond bien à l'actualité du moment, parce que dans le cadre de cette pandémie du Covid-19, eh bien, on parle beaucoup des différents pays de l'Union européenne, de leur capacité effectivement à s'entendre par rapport aux politiques qui sont mises en place dans les différents pays européens, donc de se coordonner, de s'entendre, de gérer aussi effectivement et d'aider des pays qui vont se retrouver en difficulté, puisque cette crise sanitaire va entraîner très certainement une crise économique. Et donc je me suis dit que c'était sympa de chercher un peu ce qui traînait en ce moment sur internet en termes de caricatures, et je vous ai trouvé celle-ci qui résume assez bien en fait la difficulté du projet européen. Alors vous voyez à gauche ici, c'est un peu pour introduire le sujet, on a effectivement la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui, avec une petite tirelire, appelle les autres pays européens effectivement à l'aide, aider l'Europe du Sud dans la crise du Covid-19, puisque vous savez que ce sont parmi notamment l'Italie les pays les plus touchés et qui vont donc rencontrer le plus de difficultés économiques et qui en rencontrent déjà. Et puis en face, on a un autre personnage assez impassible avec une petite valise, donc néerlandaise, et c'est le ministre néerlandais des Finances qui lui dit justement gardez vos distances. Donc là, on se rend bien compte que ils ont beau tous les deux être deux pays fondateurs de l'Union européenne, comme on va le voir dans cette leçon, eh bien ils réutilisent le langage du Covid-19, à savoir évidemment garder vos distances, restez à 1 mètre. Autrement dit, le ministre néerlandais et les Pays-Bas n'envisagent pas d'aider financièrement les pays membres de l'Union européenne qui pourraient se retrouver en difficulté. Et c'est bien en fait à travers cette caricature, en fait ça résume beaucoup de difficultés et d'enjeux que va devoir relever l'Union européenne et qui dépassent cette crise sanitaire. Mais c'était l'occasion de commencer à introduire cette leçon sur l'actualité, tout simplement. Voilà. Alors, on va quand même, donc, ça c'était une petite avant-goût, on va écrire donc nouvelle page de droite à gauche et à droite blanche. À droite, on écrit le titre de la leçon, donc, qui est affirmation et mise en œuvre du projet européen. Et on va essayer de comprendre, en fait, déjà pourquoi les Européens, en fait, ont décidé de s'unir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'était quand même pas gagné d'avance, surtout après 60 millions de morts, effectivement, et puis beaucoup d'animosité entre ces différents pays à l'issue de la guerre. Et quels sont aussi ensuite, il y a une deuxième question dedans, quels sont les enjeux que le projet européen doit relever aujourd'hui, parce qu'ils sont nombreux, comme je pouvais déjà vous le montrer avec cette petite caricature. Alors, je vous laisse le temps de noter donc le titre à droite et la question. Et justement, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est quelles sont justement les différentes étapes de construction de l'Union européenne. Il faut revenir au départ pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette Union européenne, qu'est-ce qu'a été ce projet, car c'est bel et bien un projet d'envergure et un projet original par rapport à d'autres organisations internationales. C'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre. Alors, pour commencer, en fait, déjà, il faut qu'on se pose des questions toutes simples. Pourquoi les Européens décident-ils de s'unir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ? Si vous réfléchissez en classe et qu'on avait été en classe, je pense qu'en fait, plusieurs d'entre vous auraient trouvé la réponse. On n'a pas trop le choix, en fait. C'est assez logique. Tout d'abord, il faut rappeler que, vous le savez, l'Europe, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, elle est complètement dévastée et ruinée. Et donc, il faut bien qu'elle se reconstruise. Et pour se reconstruire, il faut s'unir pour relancer le développement économique. Si on fait chacun quelque chose de notre côté, ça sera plus difficile. Par contre, si on s'allie ensemble, on pourra de nouveau reconstruire économiquement, relancer le développement économique de l'Europe. La deuxième raison, vous ne devez pas oublier, parce que toutes ces leçons sont liées entre elles, c'est que, en fait, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est divisée en deux blocs, avec la guerre froide, vous vous rappelez. Et donc, les Européens ont peur, en fait, redoutent l'influence grandissante des Soviétiques. Et donc, ils ont tendance, toute l'Europe de l'Ouest, à faire bloc pour empêcher l'expansion du communisme, qui laisse penser que, en même temps, ça va pas être si simple quand même de s'unir non plus.
Troisième raison, c'est qu'il faut à tout prix éviter une nouvelle guerre. On l'avait déjà dit pour la première, on le redit après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il faut pacifier en fait les relations entre ces pays pour ne pas reproduire en fait les erreurs du traité de Versailles, qui, comme je vous l'avais expliqué, avait conduit à la Seconde Guerre mondiale. Il y avait déjà finalement en germe des points de tension qui ne devaient pas forcément aboutir à la Seconde Guerre mondiale, mais en tout cas qui ont favorisé l'explosion de la Seconde Guerre mondiale. Ça fait partie des facteurs importants. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, c'est logique, il n'y a pas le choix, il faut se relancer économiquement, il faut empêcher l'expansion du communisme, il faut éviter à tout prix une nouvelle guerre, donc il faut plutôt essayer de se réconcilier plutôt que de nouveau en fait s'opposer. Et du coup, finalement, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on va voir ensemble que le projet européen, c'est quand même une tentative réussie de pacification d'un continent en conflit. Car lors du XXe siècle, en fait, l'Europe a été, et surtout l'Europe de l'Ouest, fortement touchée par deux guerres mondiales. Et en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que l'Europe de l'Ouest n'a plus été touchée par une guerre. Donc, c'est quand même une tentative réussie d'avoir pacifié en fait les relations entre ces pays qui pourtant avaient beaucoup de raisons et beaucoup d'animosité encore. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on va commencer en fait par une vidéo parce que c'est quand même assez complexe et il faut revenir au début de son histoire. Donc, en pièce jointe, je vous ai mis donc une fiche vidéo que vous pouvez imprimer pour la compléter, ou alors vous écrivez directement les réponses sur votre cahier si vous n'avez plus d'encre pour imprimer, ce que je peux très bien comprendre d'ailleurs. Voilà, et puis je vous laisse donc pour aujourd'hui en fait répondre à ces questions. Mais on va regarder la vidéo ensemble pour que vous puissiez y répondre. Alors, vous pouvez la regarder deux fois si vous le voulez. Elle fait 11 minutes et quelques, donc on peut la regarder deux fois pour effectivement plus facilement relever les informations. Et n'oubliez pas aussi de vous auto-évaluer comme on le fait régulièrement. Ça va essayer d'évaluer si vous êtes en capacité de prélever au bout de 2 ou 3 visionnages l'ensemble des réponses, ou si vous auriez eu besoin de mon aide, effectivement. Allez, on est parti. Donc on commence sur les différentes étapes de la construction européenne, de ses débuts à nos jours. On commence à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Le continent européen est dévasté, les États-Unis et l'URSS sont désormais les deux grandes puissances mondiales. Leur rivalité grandissante marque le début de la guerre froide. Les soviétiques contrôlent les pays d'Europe de l'Est, tandis que l'Ouest se tourne vers l'aide américaine pour la reconstruction. Le vieux continent se retrouve divisé par le rideau de fer. À l'ouest naît progressivement l'idée d'une unité européenne. Le 9 mai 1950, la France, via son ministre des Affaires étrangères Robert Schuman, propose une réconciliation franco-allemande et la mise en commun sous une haute autorité supranationale des productions de charbon et d'acier qui constituent les principales richesses des pays industrialisés et qui sont nécessaires pour la fabrication d'armes. L'objectif est de relancer l'économie et de préserver la paix. Le projet est ouvert aux pays souhaitant l'intégrer. L'année suivante, à Paris, 6 pays signent le traité qui fonde la communauté européenne du charbon et de l'acier. L'Allemagne étant divisée par le rideau de fer, seule l'Allemagne de l'Ouest en fait partie. Afin d'accélérer la construction européenne, les 6 se réunissent le 25 mars 1957 à Rome pour signer 2 nouveaux traités. Le premier crée la Communauté économique européenne, dont l'objectif principal est d'établir un marché commun, notamment en permettant la libre circulation des travailleurs et en supprimant les droits de douane entre les États membres. Le traité définit aussi des politiques communes en matière des transports, du commerce extérieur et de l'agriculture. La politique agricole commune, ou la PAC, doit entre autres accroître la productivité de l'agriculture, offrir des prix raisonnables et assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs. Le second traité fonde la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui vise la coordination des programmes de recherche du nucléaire civil. Les traités de Rome entrent en vigueur en 1958, mais il faudra plusieurs années pour que les politiques soient mises en place. De nouveaux pays demandent leur adhésion aux communautés, dont le Royaume-Uni, mais la France de De Gaulle y oppose son veto car il considère le pays comme un trop proche allié des États-Unis. Pour simplifier la situation, les institutions des 3 communautés sont fusionnées. Il y a désormais une seule Commission européenne, composée de commissaires choisis par les chefs d'État. Celle-ci propose les lois européennes qui doivent être d'intérêt général. Il y a un Conseil de l'Union européenne où siègent les ministres des gouvernements des États membres.
Ceux-ci approuvent, modifient ou rejettent les propositions de la Commission. Il y a un Parlement qui représente les peuples européens et qui donne aussi son avis sur les propositions de la Commission. Son pouvoir augmentera au fil des traités à venir. Enfin, il y a la Cour de justice qui vérifie la légalité des décisions prises. En 1967, le Royaume-Uni demande à nouveau son adhésion, mais la France s'y oppose une seconde fois. Avec la suppression des droits de douane pour les produits industriels et agricoles et la mise en place de la libre circulation des travailleurs, la situation économique s'améliore rapidement, poussant une nouvelle vague de demandes d'adhésion. Cette fois, les négociations se passent bien. Mais en Norvège, lors d'un référendum, la population s'oppose à l'adhésion du pays. En 1973, l'Irlande, le Royaume-Uni et le Danemark rejoignent la communauté. À Paris, les chefs d'État et de gouvernement se mettent d'accord pour créer le Conseil européen. Les dirigeants se rencontreront désormais au moins 3 fois par an pour définir ensemble les grandes orientations de la communauté. Au sud du continent, après la fin des dictatures au Portugal, en Grèce et en Espagne, les 3 pays demandent leur adhésion à la communauté. En 1979, pour la première fois, les députés du Parlement européen sont élus par suffrage universel direct. En 1981, la Grèce intègre la communauté, alors que l'année suivante, après un référendum, le Groenland, qui a obtenu plus d'autonomie du Danemark, choisit de la quitter. En 1984, le Royaume-Uni de Margaret Thatcher, estimant ne pas bénéficier suffisamment des financements de la PAC, qui représente alors 80% des dépenses européennes, négocie et obtient un rabais de la contribution du pays au budget européen. En 1986, l'Espagne et le Portugal rejoignent à leur tour la communauté. Les 12 et la Commission européenne donnent un coup d'accélérateur au marché intérieur en signant l'acte unique européen. En plus de la suppression des frais de douane, ils ne veulent plus aucun obstacle à la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services. C'est le projet de marché unique qui doit être achevé pour 1993. Après la chute du mur de Berlin, l'Allemagne est réunifiée. Alors qu'à l'Est, l'URSS qui ne parvient plus à contenir les révoltes anti-soviétiques s'effondre, ouvrant de nouveaux horizons à la communauté qui noue le contact avec les pays d'Europe de l'Est. En 1992, les chefs d'État et de gouvernement signent à Maastricht un nouveau traité. L'Union européenne est créée et obtient de nouvelles compétences. Le traité vise aussi l'union économique et la création future d'une monnaie unique européenne. Tous les pays ratifient le traité, y compris le Danemark, où 2 référendums et des négociations pour être exemptés de la monnaie unique sont nécessaires. Une nouvelle vague de pays demande leur adhésion à l'Union, mais en Suisse, puis en Norvège, la population s'y oppose par référendum. Pour l'Autriche, la Suède et la Finlande, par contre, les négociations aboutissent et en 1995, l'Europe passe à 15. Signé au Luxembourg à Schengen en 1985, l'espace Schengen est très progressivement mis en place à partir de 1995. L'objectif est la suppression des contrôles aux frontières et donc une totale liberté de circulation. Cet accord est incorporé à l'Union européenne lors du traité d'Amsterdam. Par ailleurs, le projet de monnaie unique avance. Celle-ci s'appellera l'euro. Le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark ne la souhaitent pas. Les autres mettent en place la Banque centrale européenne. L'euro est officiellement lancé sur les marchés en 1999, bien que la monnaie sera mise en circulation qu'à partir du 1er janvier 2002. Alors que les négociations ont lieu pour l'adhésion de nombreux pays, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent à Nice pour tenter d'améliorer la structure de l'Union dans la perspective de l'élargissement. Le résultat du traité est considéré comme mitigé. 2 référendums sont nécessaires en Irlande pour qu'il puisse entrer en vigueur. Le 1er mai 2004, 10 pays intègrent l'Union européenne. Tous rejoignent l'espace Schengen, à l'exception de Chypre, dont une partie de l'île est contrôlée par l'armée turque depuis 1974. Après le demi-échec du traité de Nice, les 25 chefs d'État et de gouvernement se retrouvent à Rome pour encore tenter de simplifier et réorganiser l'Union européenne. Cette fois, ils veulent créer un traité constitutionnel qui remplacera tous les traités existants. Mais au moment de le ratifier, de vifs débats ont lieu à travers l'Europe. Par crainte d'une Union européenne trop puissante aux dépens des souverainetés nationales, les populations françaises et néerlandaises s'y opposent par référendum, ce qui enclenche une période de réflexion et l'organisation de consultations approfondies au sein des États membres. Le 1er janvier 2007, la Roumanie et la Bulgarie rejoignent à leur tour l'Union européenne.
La même année, les 27 chefs d'État signent le traité de Lisbonne qui a pour but de renforcer et d'améliorer le fonctionnement de l'Union européenne après l'élargissement. Celle-ci doit notamment promouvoir la paix, soutenir le développement durable, lutter contre l'exclusion sociale et la discrimination, ou encore sauvegarder le patrimoine culturel. Le traité est ratifié par tous les États, seule l'Irlande consulte sa population qui refuse le traité. À nouveau, des négociations et un second référendum sont nécessaires pour qu'il entre en vigueur. La crise économique et financière mondiale a des répercussions sur la zone euro qui entre en récession. Après la déroute des grandes banques européennes, de nombreux pays se retrouvent en difficulté. Plus particulièrement la Grèce, dont une partie de la dette publique avait été occultée avec l'aide de la banque Goldman Sachs. Le pays est contraint de demander une aide financière qu'il obtient de la zone euro et du FMI, en échange de quoi il doit mettre en place des mesures d'austérité. L'Irlande, en se portant au secours de ces banques, voit elle aussi sa dette publique exploser. Mais le pays ne veut pas demander d'aide à la zone euro par crainte de devoir en échange rehausser son impôt sur les sociétés qui est extrêmement avantageux. Le pays reçoit finalement tout de même une aide, en échange de quoi il doit adopter un plan de rigueur. Par la suite, le Portugal, la Grèce une seconde fois, l'Espagne et puis Chypre obtiennent une aide financière de la zone euro, alors qu'un peu partout dans l'Europe, des plans de rigueur et d'austérité sont mis en place. En 2013, la Croatie rejoint à son tour l'Union européenne. Aux frontières du continent, le printemps arabe a rendu la situation instable dans de nombreux pays. La guerre civile en Syrie, la seconde guerre civile en Libye, mais aussi d'autres événements, dont la guerre en Afghanistan et les violences dans la Corne de l'Afrique, poussent de nombreuses personnes à migrer vers le continent européen. Malgré la construction de murs aux frontières turques, en 2015, plus d'1 million de migrants entrent dans l'espace Schengen. L'Europe tente de ralentir le flux migratoire. Les contrôles en mer Méditerranée sont renforcés, alors que certains pays rétablissent provisoirement des contrôles à leurs frontières. Par ailleurs, l'Union européenne signe des accords avec la Turquie, puis avec la Libye, malgré la situation politique très instable, afin que ceux-ci contrôlent et bloquent les routes migratoires dites illégales en échange d'une aide financière. Des centres de migrants sont financés, principalement en Italie et en Grèce, où les migrants se retrouvent entassés dans l'attente d'une régularisation. Au sein de l'Union européenne, la crise migratoire divise les pays européens et donne des ailes aux partis nationalistes et eurosceptiques qui gagnent en importance. En 2016, au Royaume-Uni, lors d'un référendum, la population se prononce en faveur de la sortie du pays de l'Union européenne. Le pays entame alors de longues et difficiles négociations avec l'Union européenne pour définir les conditions de sortie du pays. Après de nombreux échecs, un accord est finalement trouvé et la sortie du pays est actée le 31 janvier 2020. Le Royaume-Uni quitte l'Union et n'a plus aucun pouvoir décisionnaire. Il continue cependant de contribuer au budget européen et de toucher des financements, au moins jusqu'à la fin de l'année 2020, le temps de négocier de nouveaux accords, notamment concernant les droits de douane, la libre circulation, la situation des Européens vivant au Royaume-Uni et l'inverse, ou encore la situation de la frontière qui sépare l'Irlande de l'Irlande du Nord. Après la sortie du Royaume-Uni, l'Union européenne compte 27 États membres avec une population d'environ 450 millions d'habitants. Les négociations sont en cours pour l'adhésion de nouveaux pays, principalement situés dans les Balkans. Alors que les négociations pour l'adhésion de la Turquie, qui ont démarré en 2005, sont aujourd'hui au point mort. 19 pays sont membres de la zone euro, alors que 6 autres ont adopté l'euro sans être membres ni de la zone euro ni de l'Union européenne. Enfin, l'espace Schengen comprend aujourd'hui 26 États, dont 4 non-membres de l'Union européenne. Chypre, la Croatie, la Bulgarie et la Roumanie devraient prochainement l'intégrer. Voilà, donc vous pouvez revoir la vidéo, on va dire 2 fois dans l'idéal pour avoir le temps de noter et de faire pause et de prélever les informations. Et vous avez le temps de le faire aussi parce que j'ai regardé, comme il n'y a pas cours vendredi que c'est férié, vous avez jusqu'à mardi prochain pour le faire. Donc vous pouvez faire une partie aujourd'hui et puis vous dire que vous allez faire la suite la prochaine fois. Et donc on corrigera mardi donc cette fiche vidéo et on notera donc dans la trace écrite toutes ces étapes de la construction européenne. Allez, je vous souhaite à tous un bon après-midi et puis on se retrouve la semaine prochaine tous ensemble pour continuer cette leçon
dont la deuxième partie sera davantage de la géographie. Là, pour que ce soit bien clair, en fait, les étapes de la construction européenne, c'est la leçon d'histoire, et je vais effectivement la coupler avec la leçon de géographie sur l'Europe en tant que puissance économique mondiale, oui ou non, et dans quel domaine, on le verra. Allez, bon après-midi à tous et à très bientôt.